Les états de service brillants des Algériens ne leur ont servi à rien. Mon père avait obtenu la médaille militaire et la croix de guerre. Il avait été à Verdun et à Douaumont, les batailles les plus terribles de la guerre. Il avait été en Syrie et au Maroc. Le retour des combattants au pays s'accompagnait de désillusions. La méfiance de l'administration coloniale soumise au lobby des colons envers ceux qui ont connu d'autres pays et fréquenté d'autres sociétés et qui étaient donc susceptibles de faire la comparaison entre la situation que vivaient les Algériens et celle que connaissaient d'autres peuples faisait que les petits avantages dont ils bénéficiaient étaient considérés comme des faveurs relevant du bon plaisir et non du droit. Les Français ne comprenaient pas que les humiliations, l'indifférence cynique, les injustices, la discrimination avec son lexique quotidien et les promesses non tenues envers ceux qui ont payé un prix terrible à leur guerre préparaient peu à peu une prise de conscience politique qui attendait un fédérateur et des événements déclenchants. La destruction du monument aux morts le jour de l'indépendance dans la petite ville de Seriana n'était certainement pas un acte de vandalisme, mais un geste qui visait le symbole de la mobilisation forcée des Algériens pour des guerres qui ne les concernaient pas et qui n'ont apporté aucune amélioration à leur sort. Dans les monts où j'ai vu le jour, les anciens se souviennent encore des révoltes contre les enrôlements massifs pendant le premier conflit mondial. C'est d'ici qu'est parti le soulèvement de 1916 contre la circonscription. C'est à cette époque que se distinguèrent Mes'oud Ouzelmed et Amr Oumoussa, qui vengeront par une hécatombe de supplétifs le sort fait au leur. La geste des célèbres hors-la-loi était déclamée jusqu'à une époque récente par les troubadours itinérants les jours de grands marchés. Français porte malheur. Mon père, dans notre petit village éloigné du tumulte des grandes villes, était bien loin de tout activisme politique, mais il vivait les mêmes frustrations que celles que ressentaient les Algériens qui avaient eu le même parcours que le sien. La grande épopée d'un homme mourait à petit feu dans l'entretien d'un chemin vicinal ou la réparation de la toiture d'une école. Dans les petites agglomérations, beaucoup plus que dans les grandes villes, le fait colonial était plus visible. Une ligne nette séparait les deux communautés. Les Européens avaient pris les meilleures terres, les banques leur accordaient des crédits. Leur commerce était florissant et leurs scieries débitaient le bois de nos forêts. Ils avaient leur organe d'expression méprisant et raciste. Une anecdote me revient. Elle illustre bien cet état d'esprit. Le café-restaurant du village où se retrouvaient l'après-midi les Européens faisait office aussi de boulangerie. Il appartenait à un certain François Dubuisson. Je me souviens, c'était l'époque de l'Azib. Notre petite famille était redescendue au village. Je jouais avec quelques enfants de mon âge, non loin du terrain de pétanque, lorsque je fus soudain hélé par un de mes oncles qui se tenait près de la porte d'entrée de chez François Dubuisson. « Entre là et achète-moi du pain. » Ne comprenant pas pourquoi il me faisait faire 100 mètres alors que les corbeilles étaient à la portée de sa main, j'osai le lui faire remarquer, et lui de me répondre avec une grimace de frayeur. « Garnement, tu veux donc que ton oncle entame sa journée en croisant le regard d'un colon ?» Sa réflexion, dont je ne compris le sens que plus tard, traduisait un sentiment. Le colon porte malheur. N'est-il pas synonyme dans la mémoire collective de dépossession, d'injustice et de violence physique ? À force d'avoir vécu les malheurs de la guerre, mon père avait acquis une expérience pratique de la façon de soigner une blessure, appliquer des attelles pour réduire une fracture, faire une injection ou nettoyer une plaie infectée. Il avait acquis une grande réputation de soigneur à la main heureuse. Les gens venaient le consulter pour une infinité de maladies. Il faisait de son mieux pour les soulager quand sa science était à la hauteur du mal dont il souffrait. Il y avait toujours foule devant notre maison. Quelquefois, quand une molaire jouait le jeu, il devenait arracheur de dents. Il ne se faisait jamais payer. « Dieu te le rendra » était son seul salaire. 1939. L'enchaînement des événements en Europe préparait l'apocalypse. La guerre, de nouveau, embrasa le vieux continent. La France, face à la puissance démographique allemande, se tourna vers ses colonies pour recruter des soldats. Mon père fut rappelé sous les drapeaux. Son incorporation ne dura qu'un mois. Il venait d'avoir un 4e enfant. Selon la loi, il était démobilisable immédiatement. Il revint au Douar. Les conditions de vie étaient difficiles dans les années 40.
Les restrictions dues aux conflits qui ensanglantaient le monde avaient de graves répercussions en Algérie. Les Algériens, dépossédés de leurs biens par des lois scélérates, exilés dans des terres rocailleuses, avaient appris à vivre en autarcie, se suffisant de peu. Ils cultivaient des légumes et élevaient quelques chèvres ou moutons. Les plus chanceux possédaient 1 ou 2 vaches. Le petit monde du fellah était fait d'épis clairsemés, de dettes et parfois de calamités naturelles. Les commerces tentés par des chefs de famille courageux périclitaient rapidement. Avec quel argent pouvait-on acheter et à qui pouvait-on vendre? L'argent était rare. La vente à crédit venait à bout d'étalages déjà bien pauvres. Mon père, qui s'était mis à un commerce de boucherie, s'aperçut rapidement qu'il avait hasardé inutilement ses maigres économies. Il ferma boutique. Il revint à l'activité qui était la sienne avant son départ pour l'armée, élever des bêtes. Entre l'entretien des moutons, du potager, du clapier et de la basse-cour, les journées passaient vite. Il ne se plaignait jamais, même quand la maladie du charbon vint à bout en quelques semaines de son cheptel. En 1943, la situation dans les grandes villes s'améliora un peu. Les Américains venaient de débarquer. Les gens recevaient des bons d'approvisionnement qui leur assuraient l'essentiel. Dans les campagnes, la situation avait empiré. La disette s'aggrava quand une infestation d'acridiens détruisit les récoltes. Les autorités combattirent le fléau avec un insecticide mélangé à du sang. Les sauterelles disparurent, mais aussi les animaux des paysans. La région était giboyeuse. Le fusil de chasse de mon père nous assura souvent, en guise de beurre dans les épinards, quelques lièvres ou des perdrix à la chair délicieuse. Je l'accompagnais souvent lors de ces longues randonnées pédestres. Je n'aimais pas porter le gibier pendant des heures, et j'étais content quand le moment de la pause arrivait. Mon père était avare de gestes de tendresse, mais il connaissait mes limites physiques. La halte dans le verger familial était un moment de bonheur. Nous mangions sur le pouce, assis sous l'ombre des chênes, à la couronne immense, bercée par les clapotis cristallins d'un ruisselet. Il arrivait que la famille nous régale d'un repas chaud. Ma mère, comme toutes les mères algériennes en ces temps-là, gérait avec parcimonie les maigres ressources familiales. Mais 14 personnes à nourrir n'était pas une mince affaire. L'effort et les privations finirent par avoir raison de sa santé. Elle mourut en 1944, laissant sa maisonnée dans le désarroi. Mes grands-parents paternels prirent la relève. J'avais 7 ans. Les montagnards ont la douleur pudique. Ils se consolent des malheurs de l'existence parce que c'est le destin. Habitués à entendre les gens de l'Amtaras et de l'Eklalette, les collines arides qui ont vu naître et grandir des générations de Nzar répétaient que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Je me consolais de la mort de ma mère en me disant qu'elle était dans les jardins fleuris du paradis. L'année des Sénégalais. Ma grand-mère, incomparable grand-mère, me contait les faits d'armes et les malheurs de l'Aurès. Les récits du temps jadis ont baigné mon âme juvénile dans une atmosphère faite quelquefois d'euphorie, mais le plus souvent de terreur et d'angoisse. L'épouvantable justice rouge, Shrah l'Ahmar, qui prenait à la gorge le rebelle à l'ordre colonialiste pour le jeter aux antipodes du territoire dans les mouroirs étouffants de Cayenne ou bien faire au pied sur la planche fatale le cou enserré dans le carcan à l'échancrure portant les traces indélébiles du sang des suppliciés revenait souvent dans les récits de ma grand-mère. Elle se souvenait de ce qu'elle a vécu elle-même et de ce que lui ont raconté les anciens du Douar. Autrefois, dans l'Algérie profonde, on marquait le temps qui passait par le jalon des événements tragiques qui avaient frappé les esprits. Am Shar, l'année de la famine, l'année du typhus, l'année des sauterelles, l'année des Sénégalais. Tragédies indicibles qui ont blessé à jamais les mémoires. L'année qui vit mon père partir pour le front était l'année des Sénégalais. Depuis que les mitrailleuses et les canons des armées allemandes avaient commencé à décimer des troupes indigènes surutilisées sur les champs de bataille et que ces tueries furent connues, la révolte contre la conscription, à laquelle peu de jeunes gens échappaient, commença à gronder. Les départs s'accompagnaient de cris, de larmes et de deuil parce que la plupart de ceux qui partaient ne revenaient jamais. Dans les Bni Chougran à l'ouest, dans les monts des Beni Salah au nord de Sougaras et un peu partout dans l'Aurès, les cas d'insoumission se multipliaient. Pour éteindre le feu dans une Algérie difficilement conquise et
pacifiée, d'autant que l'Aurès n'avait jamais cessé de faire montre d'hostilité envers les occupants, l'administration coloniale avait fait appel à des bataillons de tirailleurs sénégalais spécialement retirés du front pour mener la répression contre les réfractaires qui commençaient çà et là à s'organiser en maquis. Au nom de la responsabilité collective, le calvaire vécu par les montagnards Tlelt, quelques décennies auparavant, reprit à une échelle plus grande encore. Des centaines de familles virent leurs récoltes saccagées, leurs provisions confisquées, leur bétail réquisitionné et leurs maisons incendiées. Les rebelles et les déserteurs rattrapés étaient fusillés, pendus ou cloués au tronc des arbres par les longues baïonnettes des lebels. Les Sénégalais firent montre d'une grande férocité dans les opérations punitives. Réprimer des indigènes par d'autres indigènes était la stratégie classique des Français. Ma grand-mère a vécu ces jours de grande souffrance. Elle a connu des rescapés de la grotte que décima le chant du coq. Elle raconte. Fuyant les Sénégalais, des montagnards s'étaient réfugiés dans une grotte avec leur bétail et leurs volailles. Un coq matinal donna l'alerte aux troupes qui ratissaient la région. Presque tous ceux qui s'y étaient réfugiés furent massacrés. Les montagnards, face à la répression, avaient voulu fabriquer un canon. Le tronc, évidé d'un chêne, fut bourré de poudre. Ma grand-mère pleurait et riait en même temps en racontant les cris de souffrance et les supplications de ceux qui s'étaient réfugiés dans la grotte et l'explosion du canon. Les indigènes sénégalais étaient-ils animés par quelque haine contre les indigènes algériens? Loin de là. Ils étaient victimes de la logique colonialiste. Lorsqu'à l'intérieur de l'Afrique occidentale française, des émeutes contre les recrutements manu militari avaient éclaté, elles furent réprimées par les mêmes tirailleurs qui venaient quelque temps auparavant de massacrer les Algériens. Dans la foulée des colonnes ardentes noires qui mettaient à feu et à sang le pays, des pères de famille étaient raflés dans la montagne et conduits dans la prison de Betna, où ils étaient soumis à un ignoble chantage. Un fils pour les régiments de tirailleurs contre leur libération. C'est par ce procédé que mon père a été forcé de revêtir l'uniforme de l'armée française. Image indélébile. Quant à l'occasion de l'Azib, nous redescendions dans la plaine pour la récolte d'été, au moment où les terres pleines de Seriana se transformaient en sillons pour le stockage de blé dur. J'accompagnais mon père au souk du mardi qui se tenait dans la rue centrale du village, au lieu d'aller jouer aux billes ou de rester à la maison à écouter le babil des femmes. Le grand souk de Seriana, image indélébile. On y exposait des légumes et des fruits, des hauteurs, des coqs attachés, avec des poules cactantes dans un honteux concubinage, soupesées comme de vulgaires lapins par le client. On y vendait la miche de blé, dure fleurant bon le froment des hauteurs, qui restait longtemps croustillante et qui aidait à passer la méchante galette d'orge, bon pain quotidien. On y trouvait étalés à même le sol des monticules de gros sel ou de dattes séchées que le marchand mesurait à l'aide de récipients cylindriques titrés à l'étalon de Sèvres. Le mardi était aussi le jour des 10 heures de bonne aventure, des faux aveugles cachant leurs yeux vifs derrière des verres opaques, des charlatans persuasifs vantant des miraculeuses panacées, des jongleurs à l'adresse diabolique, des chanteurs déclamant des odes composées il y a des siècles par des bardes hilaliens ou des ballades subversives vantant les exploits de Msoud Ouzelmed et d'Amr Moussa, les Desperados, qui tinrent en échec tout ce que compte l'Aurès comme gendarmes et goumiers, des musiciens écorchant lui par l'émerie horripilant d'un archer archaïque, des gouels de futurs au logoré hermétique voyageant dans les abysses du temps, frères délirants de Mrabat Sadaq, le grabataire enchaîné qui parlait aux enfants le langage que seuls comprenaient. Certains, subjugués par le magnétisme de son regard, garderont pour eux le destin tragique ou somptueux qu'il leur prédisait. Ces années de la prime enfance sont celles où le père est idéalisé. Sa stature est immense, tout ce qu'il dit a de la densité et reste dans la mémoire. Mon père était pratiquant simplement et sans ostentation. Son islam était comme celui de tous les Algériens, fait d'actes utiles et prosaïques. Son fondement était le respect de soi et le respect du voisin. À la fin de sa vie, il se met à entretenir la mosquée et à nettoyer ses abords lorsque Ramadan
ou lorsque Ramadan vient instaurer la paix dans les cœurs et la sérénité dans les âmes, il se faisait l'annonceur de la rupture du jeûne par un tir de canon qui s'entendait jusque dans les lointains. Il offrait pendant 30 jours d'affilée l'écuelle de la charité avant de servir la shorba à ses enfants. Rahal travaille pour son tombeau, disaient les gens en parlant de lui. Lorsque l'épidémie de typhus frappa, la permanganate de potassium qu'il utilisait furent de peu d'effet. Le typhus fit une terrible hécatombe dans une Algérie où les conditions d'hygiène étaient déplorables. Je me souviens de ses voisins qui enterrèrent une fille et un garçon à quelques heures d'intervalle. Les fossoyeurs étaient installés en permanence dans le cimetière. Ils ouvraient sans désemparer des tombes. Les règles d'hygiène que nous inculqua mon père sauvèrent notre petite famille. Durant ces années de braise, mon père s'investit beaucoup auprès des autorités françaises pour organiser une soupe populaire pour les plus démunis. Il eut fort à faire pour convaincre l'administration face aux menées malveillantes du caïd du village qui craignait sa concurrence. Dans les années 1970, les gens du village le sollicitaient encore pour une injection ou pour changer un pansement. Il avait pris de l'âge et sa vue avait baissé. Il se rendit à nos raisons, quand nous lui avons fait valoir qu'il avait déjà tant donné. Il prit définitivement sa retraite de soigneur bénévole, il ferma sa porte. Les notables du village tentèrent bien de le faire revenir sur sa décision, mais me faisant le porte-parole de toute la famille, je leur expliquai que la main du patriarche n'était plus aussi ferme. Son état de santé l'empêchant désormais de travailler, il était venu jusqu'à Biskra, où j'étais responsable des forces spéciales. J'étais peiné de les y conduire, mais il y a un temps pour tout. Mon père mourut à l'âge de 82 ans, dans son lit. J'étais à Tindouf lorsque j'ai appris la triste nouvelle. Un dysfonctionnement, appelons-le ainsi, a fait que j'ai été prévenu tardivement. Admirable hiérarchie militaire qui n'a retenu du règlement que le chapitre servitude. La dépouille de mon père fut placée à la morgue jusqu'à mon arrivée. Sur le chemin de la maison pour assister à son enterrement, 1000 souvenirs me revenaient. Des décennies plus tard, au cours d'une halte sur les hauteurs de l'Emtaras, je m'arrêtai pour déviser avec des jeunes gens rassemblés pour quelques événements joyeux à considérer leur bonne humeur. Ils se tenaient dans un endroit que je connaissais bien. Enfant, j'escaladais prestement ces rochers cyclopiens, agencés en cirque par le hasard de la nature. La source a creusé la roche et verdi le flanc de la colline. Comment définir ce sentiment quand on découvre que l'existence est un hors du temps, et que rien ne change jamais et que tout est immuable? Nos jours ne sont que des grains de sable prisonniers de l'entonnoir indifférent du sablier. Nos jours ne sont que des grains de sable prisonniers de l'entonnoir indifférent du sablier. Bonjour, tristesse. Les gens de l'Amtaras ont conservé l'art de recevoir et d'offrir. C'était la saison des figues et des raisins irisés et fermes comme les billes de mes jeux d'enfants qui s'animaient de couleurs quand elles roulaient sur le sol. L'automne était dans toute sa splendeur et le pays de mes ancêtres dans toute sa générosité. Saveurs anciennes qui vont labourer par leur soc gustatif dans les profondeurs de l'être des euphories premières. Retrouvailles, profils, un indéfinissable air de famille atténue les différences des traits du visage. À chaque déclinaison de patronyme, à chaque carrefour d'accent, je retrouvais un peu de mes racines. Racines croisées, racines emmêlées, tronc commun de la tribu originelle, les Billa, les Snoussi, les Nzar, les Ben Nazar. Est-ce bien le fils d'Arhal? Interroge quelqu'un et d'un geste, il montre un petit chantier, une école en construction. Elle portera son nom, ajoute-t-il. Le fils d'Arhal? Fugacement, je ressentis une sorte de fierté que les gens de mon pays ne retiennent des actes des Nzar que les œuvres de mon père. Mon fils cadet, sensible sous des dehors carrés, alla le lendemain participer de son obol à l'hommage rendu par les siens à son grand-père.